Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12-13 en Rhône-Alpes, un 12-13 exceptionnel. Regardez ce paysage magnifique. Ce que vous voyez, c'est le vignoble rhône-alpin. Nous sommes ici en direct depuis Tain-l'Hermitage dans la Drôme, un vignoble déjà esthétique, magnifique. Les vins de Rhône-Alpes ont pour certains une renommée internationale et on va pas se priver de vous en parler pendant toute cette édition spéciale. Les vendanges ont commencé par endroits, pas ici, mais vous allez le voir notamment dans le Beaujolais dans un instant. On peut quand même en attendant vous montrer un peu de raisin parce que esthétiquement c'est vraiment un bonheur. On l'a goûté, je vous cache pas, mais déjà c'est très beau. Ce raisin qui est juste à côté de nous, on va en parler largement avec donc avec Jean-Paul Savard qui sera avec nous du côté du Beaujolais et avec Patricia Picard de la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes qui fait partie du comité vin, qui connaît bien ce sujet et qui nous dira tout. Mais pour l'instant, si vous le voulez bien, on regarde évidemment l'actualité du jour, actualité qui parle d'environnement. Le changement climatique et ses effets inquiètent de plus en plus un certain nombre de citoyens, des associations, des partis politiques. Ils ont donc décidé d'organiser, de participer à une journée mondiale de mobilisation. Des actions ont lieu aujourd'hui, notamment à Lyon et cet après-midi, devant l'hôtel de ville. Écoutez. Sur Lyon, pour l'instant, on a 2000 personnes qui proposent de venir participer à cette marche. Sur l'ensemble de la population lyonnaise, c'est rien du tout. Et on se rend compte que finalement, il y a très peu de personnes qui sont très mobilisées pour l'environnement, alors que pourtant, c'est une véritable urgence. Certains parlent même d'effondrement à venir dans les années prochaines. Et donc, nous, on s'est dit qu'il fallait à la fois réveiller les décideurs politiques et en même temps les citoyens. Et puis peut-être goûtera-t-il les vins rhône-alpins, il faut le souhaiter. Le futur empereur du Japon, qui pour l'instant est prince héritier, est en visite à Lyon depuis hier soir. Alors les liens entre la ville de Lyon et le Japon ne datent pas d'hier, mais de plus de 150 ans. Le prince héritier Naruhito doit notamment rencontrer les membres de la communauté japonaise de Lyon et visiter un certain nombre de sites dont le musée des tissus. Il a été accueilli hier, comme vous le voyez, par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Voilà pour l'actualité ce midi. Retour ici à Tain-l'Hermitage pour cette spéciale vendange 2018. Retour donc sur un vrai patrimoine que nous possédons avec beaucoup d'appellations, beaucoup de vins. Il y a la vallée du Rhône, je vous l'ai dit, il y a le Beaujolais, il y en a d'autres, comme va nous le rappeler tout de suite Christian Konksiker. Dans notre région, on trouve du vin dans tous les départements avec des vignobles de taille et de notoriété différentes. Dans la Loire, il y a les Côtes du Forêt et les Côtes rouennaises. Dans l'Ain, les vins du Bugey. En Ardèche, les vins du Vivarais. Dans la Drôme, les vins du Diois ou encore l'appellation Grignan-les Adhémars. Mais les deux poids lourds sont sans conteste les Côtes-du-Rhône au sud de Lyon et le Beaujolais au nord. Les Côtes-du-Rhône, chez nous, dans le Rhône, la Drôme et l'Ardèche, c'est le deuxième vignoble français pour les appellations derrière le Bordelais, avec des noms prestigieux comme les Côtes-Rôties-le-Condrieu, ou plus modestes comme les Côtes-du-Rhône ou Côtes-du-Rhône Village. Ce sont 371 millions de bouteilles de vin qui sont produites chaque année, dont 36% sont exportées. À la clé, pas moins de 30 000 emplois. Côté Beaujolais, la production annuelle moyenne est de 170 millions de bouteilles avec 40% des ventes à l'exportation. Un phénomène qui se renforce d'année en année, en particulier pour les crus du Beaujolais, plus 11% en 2017 aux États-Unis, plus 36% en Belgique et plus 91% en Chine. Je vous le disais à l'instant, je suis avec Patricia Picard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité vin, comme on dit, c'est-à-dire à la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un sujet que vous connaissez très bien. On a préparé, je vous en remercie d'ailleurs, ces éditions ensemble, puisqu'on sera également ensemble ce soir à 19h. En quoi cette activité de vignoble est importante, pèse sur notre région économiquement ? Comme on l'a su tout à l'heure, en fait, effectivement, il y a vraiment une grosse mosaïque d'appellations et d'indications géographiques. On est la 4e région viticole de France et en fait, elle nous permet d'avoir un aménagement du territoire absolument remarquable puisque la vigne pousse effectivement dans des secteurs où rien d'autre ne peut pousser et donc on a une économie qui se génère grâce à ça. C'est beaucoup d'emplois ? C'est énormément d'emplois, c'est 10 000 emplois en direct, 30 000 en indirect, parce que tous les sommeliers, les commerçants, les cavistes, les restaurateurs bénéficient également en fait de cette activité qui est le vin. On va en parler en détail, on verra comment ça se passe. Alors je vous l'ai dit, Jean-Paul Savard est également avec nous depuis le Beaujolais. Il est précisément parti là-bas dans le nord, dans le Rhône, dans le nord de la région, on va dire comme ça. C'est bien ça, Jean-Paul, on vous retrouve tout de suite. Comment ça se passe du côté des vendanges ? Alors il faut savoir, Yannick, que le vignoble du Beaujolais est avec celui de Champagne, celui qui respecte le plus la tradition humaine des vendanges, c'est-à-dire les vendanges à la main. Et justement, nous sommes ici au domaine des Braves, sur la commune de Régnier-Durette, où Franck Cinquin, le patron du domaine,
produit évidemment un petit peu de primeur, comme tout le monde au mois de novembre, mais surtout un vin de cru, le cru Régnier. Alors Franck, expliquez-moi, pourquoi ici pourquoi en Beaujolais on pratique les vendanges à la main? Alors on pratique les vendanges à la main parce que le vignoble déjà n'est pas adapté. C'est un vignoble qui est vieux un petit peu, qui a une cinquantaine d'années. Et puis c'est quelque chose qui est ancestral, qui est traditionnel, je pense qui est ancré dans les têtes, dans les mémoires. Voilà. Donc ça changera petit à petit peut-être, mais pour le moment c'est comme ça. Ça coûte plus cher, non? Ouais, ça coûte peut-être plus cher, mais ça reste des vendanges de qualité puisque fait à la main, donc on ramasse nos raisins entiers, pas triturés. Et puis mes vendangeurs qui sont là, je pense que pour moi c'est mes meilleurs ambassadeurs au niveau promotionnel pour mes vins, quoi, parce qu'ils parlent de moi tout le temps. Comment vous faites pour les recruter? Il paraît qu'il y a une crise, c'est difficile maintenant de trouver des vendangeurs. C'est peut-être difficile tout simplement de trouver des gens pour travailler parce que c'est un travail qui est quand même physique. Moi, c'est des gens que je trouve par le biais de la NPE. Il y a des gens qui veulent travailler aujourd'hui. Et puis, j'ai un bon noyau d'amis polonais qui viennent ici depuis 7-8 ans. Donc voilà, ça se passe bien, quoi. Et puis vous les recevez bien parce que là maintenant c'est l'heure d'aller manger. Et puis ce soir vous pratiquez, vous les logez encore. Hein. Donc c'est pas la grande semaine où les gens doivent se loger eux-mêmes. On est bien reçus ici. Alors on a parlé des hommes. Tout à l'heure on va parler du vin. Merci Jean-Paul, merci beaucoup. Nous aussi, on est bien reçus. Il fait un temps magnifique ici à Tain-l'Hermitage avec Patricia. Ce métier de vigneron, là je parle des patrons, hein. Il est complexe parce qu'on leur demande tout. Vous vous dites que c'est des surhommes ou des surfemmes? Ah mais totalement, parce que c'est le seul métier où on vous demande d'être bon en culture. Il faut que vous fassiez du bon raisin, il faut que vous fassiez du bon vin, il faut que vous réussissiez à être bon administratif puisque toutes les activités de la vigne nécessitent une formalité administrative auprès de l'État. Il faut que vous soyez un bon gestionnaire, il faut que vous soyez un bon commercial et il faut que vous puissiez être un ambassadeur et répondre à toutes les demandes. Ça fait beaucoup. Ça fait donc énormément. Donc c'est vrai que du coup, les exploitations familiales, souvent, il y en a qui jettent un peu l'éponge parce qu'être tout seul pour faire ça, c'est plus possible. Donc il faut au moins 2 ou 3 personnes. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une nécessité de structurer ces entreprises. Ce sont des personnes admirables. Alors figurez-vous que Christian Kongsiker, vous l'avez croisé ce matin, est avec nous ici quelque part, je ne sais pas où, derrière nous dans les vignes, à Tain-l'Hermitage. Christian, où êtes-vous? Eh bien écoutez Yannick, nous sommes ici au cœur des vignes de la cave de Tain avec le responsable du vignoble, Daniel Brissot, qui est à nos côtés. Daniel, expliquez-nous pourquoi ce raisin n'a pas encore été ramassé. Eh bien, tout simplement parce qu'il n'est pas complètement mûr. Je suis d'ailleurs en train de suivre cette maturité. Alors, on a deux manières importantes de vérifier la bonne maturité. C'est d'abord la dégustation des baies. On va déguster régulièrement ces baies pour suivre l'évolution de la peau, de la qualité de la peau des raisins, qui va donner l'essentiel de la qualité d'un vin rouge, la couleur par exemple. Deuxième approche, un peu plus technologique, c'est l'analyse. On va analyser en laboratoire l'acidité totale, le taux de sucre. Alors le taux de sucre, c'est très simple. On a un petit appareil ici, je vais vous faire une démonstration. Il suffit de prendre une baie, de prendre un petit peu de jus, voilà, de lire directement le résultat dans la lunette. Voilà, la lunette me dit que ce grain de raisin fait 13 degrés. On approche de la date de maturité et je peux vous donner un scoop. Les vendanges vont commencer sur cette parcelle fin de semaine prochaine. Eh bien voilà, il a dit que c'est un scoop et on vous attend pour vendanger ici avec nous. C'est une vraie info, Christian, absolument. Merci beaucoup. Et pendant ce temps, toujours dans le Beaujolais, on retrouve Jean-Paul Savard, qui, vous le savez, vit les vendanges, lui, en direct là-bas. Les vendangeurs qui sont partis manger. Donc, je pense que c'est le moment de parler de vin, Jean-Paul. Alors parlons du vin, Yannick. Jamais un vigneron, évidemment, ne vous dira qu'il va produire un mauvais vin. Mais cette année, regardez le temps qu'il fait encore pour les vendanges et ça a été comme ça toute l'année. Il faut s'attendre à un millésime exceptionnel. Je suis en compagnie de Dominique Piron, le président de l'Inter-Beaujolais. Ça va vous aider, ça, pour la promotion du Beaujolais? Ah oui, les planètes sont toutes alignées, la récolte s'annonce superbe. La qualité, c'est le minimum vital pour vendre, de toute façon, dans le monde entier. Alors, tout le monde connaît le Beaujolais primeur, les 2 tiers de la production vendue dans le monde entier. Mais est-ce que vous arrivez à vendre aussi les crus du Beaujolais? Oui, les crus se vendent bien. Alors dans des pays matures comme États-Unis, Canada, l'Angleterre, ça se vend très bien. Des pays comme le Japon par exemple, où le primeur a eu un essor extraordinaire, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, on a un peu de travail ici. Mais vous résistez à l'invasion des vins du Nouveau Monde?
On résiste, oui, péniblement, je dirais, parce que nous avons en face de nous des gens qui cherchent à faire des vins du style Beaujolais, plutôt fruités, consommables, faciles, avec des règles de production plutôt plus faciles et une compétition à l'export assez forte. Mais il vaut mieux avoir le vrai plutôt qu'une copie, c'est ça que vous essayez de dire? Vous avez un message là, cette année à faire passer? Et évidemment, c'est ce qu'on dit à tout le monde. Notre cépage de Gamay est le seul qui régulièrement, chaque année, peut donner des vins très facilement consommable. Alors, faut pas oublier, donc il y a le Beaujolais primeur, mais il y a aussi 10 crus dans le Beaujolais, et puis aussi des grands crus, comme dans le Bordeaux, c'est un peu moins connu. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Absolument. Alors effectivement, on peut le dire, que ce soit dans le Beaujolais ou ici dans la Vallée du Rhône ou partout en Rhône-Alpes, on a beaucoup de crus et beaucoup d'exigences. On peut un petit peu parler d'environnement, on y reviendra en détail ce soir dans le cadre d'un reportage, mais on reproche souvent aux vignes d'utiliser, en tout cas aux vignerons, d'utiliser beaucoup de pesticides. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? En fait, depuis 20 ans, la pratique a complètement changé. Donc on a une image d'Épinal qui n'est plus du tout d'actualité. Et d'ailleurs, les vignerons se sont engagés tous dans une démarche qui s'appelle la haute valeur environnementale, ou Terra Vitis, ou des conversions en bio. L'agriculture raisonnée, en fait, c'est de prévenir les maladies, mais d'une manière raisonnée, comme le nom l'indique. Ça veut dire qu'on n'utilise plus autant de produits. C'est fini, ça. Et donc, du coup, quand on fait cette certification en haute valeur environnementale, on s'adapte aux exigences de l'environnement et aux exigences. N'oubliez pas quand même que le vigneron est un passionné de son terroir. Et donc, il veut le transmettre, et il veut le transmettre dans de bonnes conditions. Donc, fatalement, il prend soin de sa terre et de son terroir. Je vous emmène à Lantigné, si vous voulez bien. Enfin, je dis ça, vous connaissez déjà. Hein. On part là-bas, dans le Beaujolais, encore une fois, où un néo-viticulteur a choisi le bio pour se lancer. Vous allez le voir, il a convaincu ses voisins d'imiter sa démarche. Reportage signé Jean-Paul Savard et Arnaud Jacques. Ces vignes basses avec des rangs serrés figurent la technique ancestrale du Beaujolais. À Lantigné, un jeune viticulteur présente un autre paysage, mais qui lui coûte un peu. Frédéric Vergne a supprimé une rangée sur 2 pour les aérer et pouvoir les désherber avec un tracteur, plutôt que de déverser des produits chimiques. Il déclare avoir fait ce choix pour préserver sa santé, celle de ses enfants et des consommateurs. On produit moins, il y a plus de manœuvres, donc ça nous coûte plus cher. Par contre, on vend mieux. Ça veut dire qu'on a des clients qui sont sensibles à notre démarche environnementale et du coup qui sont prêts à mettre 20 ou 30% ou 40% plus cher dans une bouteille de vin. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui fonctionne. Frédéric Verne est bio à 100%, jusque dans la vinification qu'il effectue avec ses propres levures indigènes. Sans aller jusque-là, 29 des 35 vignerons de Lantigné ont choisi de le suivre dans sa démarche et de renoncer à tout produit phytosanitaire d'ici 2023. C'est possible, à condition de changer ses habitudes. Il y a des choses à mettre en place, il y a tout un travail à réfléchir et à transformer, mais je ne pense pas que ce soit un travail qui soit beaucoup plus dur ou qui soit avec des contraintes trop importantes. Cosima Bassoul s'est installé cette année. Il est plus simple de débuter par l'agroécologie que de s'y convertir. Pourtant, à Lantigné, les anciens aussi suivent le mouvement s'ils ne l'ont précédé. Jean-Paul Dubost, dont les 29 hectares rayonnent jusqu'en Chine, a commencé à tourner le dos aux produits de synthèse il y a près de 10 ans, et ça marche. C'est vrai qu'à l'export, ça commence à avoir une bonne résonance. Hein. Ouais. En Asie, là on l'a mis dans les brasseries de Bocuse à Lyon, chez Harrods en Angleterre, donc pour un début, je trouve que ça rentre par les bonnes portes. Hein. Il y a 12 appellations d'origine contrôlée dans le Beaujolais. Une 13e est à l'étude, le Beaujolais Lantigné. Retour ici au Gîte Gambert, nous sommes au beau milieu de ces magnifiques vignes de Tain-l'Hermitage en direct. Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, nous serons là également ce soir à 19h pour une autre édition avec beaucoup de reportages en compagnie de Patricia Picard, du comité vin à la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on va quand même parler un peu de recherche, on détaillera ça ce soir, mais on va le dire tout de suite, il y a des labos. Il y en a un notamment dans le Beaujolais, puis un autre à Orange qu'on verra ce soir. Vous faites des recherches, c'est la profession qui soutient ces recherches. Pourquoi faire ? Il y a plusieurs axes. Le premier, c'est effectivement essayer d'assurer la pérennité du vignoble. Or, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de maladies du bois. Donc, il faut qu'on essaye de trouver des cépages suffisamment résistants à cette maladie. Ça va en lien aussi avec la pression environnementale, où on se dit que plus on aura des cépages résistants,
fatalement, moins il y aura de nécessité de traiter contre des maladies éventuelles. Et puis, c'est la réduction des intrants d'une manière globale, y compris au niveau de la vinification. Essayer de se passer le plus possible de tous ces intrants extérieurs pour faire de l'indigène. Christian Konskier a eu la chance de voir ce travail dans un labo. Vous verrez ça, ne manquez pas ce soir à 19h. Et pour réussir un bon vin, je parlais de Christian, tous les paramètres comptent, vous savez ça mieux que moi. Tous les paramètres, y compris, figurez-vous, le sol, c'est très important. C'est ce que va nous expliquer donc Christian, qui est au cœur des vignes ici, pas loin. C'est bien ça, Christian ? Absolument, Yannick. Ici, nous sommes sur un sol. Vous voyez, regardez, que la terre entière nous envie, n'est-ce pas, Daniel ? Ah oui, tout à fait. Nous sommes au cœur de l'Ermitage. Sur cette appellation, on a deux grands types de sols. On est là aujourd'hui, maintenant, sur la partie alluvionnaire, des galets, du sable, du gravier qui proviennent des Alpes, qui proviennent du Vercors et qui ont été déposés là par les fleuves il y a environ 1 million à 2 millions d'années. Et ensuite, on a un autre terroir très important qui est le socle primaire, le granit sur lequel les vignes vont pousser. Alors, par exemple, là, j'ai un morceau de granit, tel que vous l'imaginez, qui est une roche dure où on a de la peine à imaginer de la vigne pousser. Mais là, dans l'autre main, j'ai du granit décomposé et vous voyez, je le réduis en un sol sableux dans lequel la vigne va pouvoir se développer et envoyer ses racines et donner le meilleur d'elle-même. Eh bien ça, Yannick, c'est de la magie pure. Merci Christian, à tout à l'heure. Vous aussi, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. Alors, ce qu'on fait là, pour finir cette édition de Midi Patria, faut le dire, c'est un peu de la communication aussi, dans le sens où vous aimez, dans cette profession, aller vers les gens, développer le tourisme. On y reviendra beaucoup ce soir. C'est important de rapprocher le vigneron du citoyen ? Totalement. En plus, dans notre région où on a énormément de nouveaux arrivants, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas la région, il faut qu'on leur rappelle que Rhône-Alpes, c'est une terre de vin. Et donc, comme c'est une terre de vin, il faut aller à la rencontre des vignerons pour faire des expériences, pour mieux connaître. Si on communique ensemble, justement, on va mieux savoir les contraintes des uns et des autres. C'est indispensable. Donc, c'est vrai que aller vers les autres, c'est quand même aussi l'essence même de la philosophie du vigneron. C'est une volonté de partage. Et donc, partager justement son métier, ses petites astuces, ses techniques, toute cette convivialité, en fait, c'est vraiment la philosophie première d'un vigneron. Et vous m'avez dit, en préparant cette émission, vous savez que le CSA nous interdit de montrer trop les produits. Il faut rappeler qu'on consomme tout ça avec modération. C'est important quand même. Mais justement, vous m'avez dit, ça n'empêche pas d'être dans la modération et dans la convivialité. Et c'est très important de le rappeler. C'est essentiel, parce que de toute façon, l'abus supprime la notion de plaisir dans toute matière. Donc du coup, en fait, ce qu'il faut, c'est effectivement échanger. Quand on a un verre de vin, on va parler de l'expérience du vigneron, du paysage, de ce qu'on a vécu. Ça éveille systématiquement quelque chose dans l'inconscient, dans le rêve. C'est ça aussi le vin, c'est vraiment la notion de partage. Très bien, c'est bien résumé. Évidemment, ce soir, on parlera beaucoup de nos tourismes. C'est l'un des volets importants de la région Rhône-Alpes. Ça se développe énormément. On verra des exemples. On verra que les touristes étrangers aiment beaucoup notre région à cause ou plutôt grâce au vin. On en reparlera avec de nombreux reportages. Donc, on se retrouve tout à l'heure à 19h en direct ici. Et tout de suite, c'est la suite du 12-13, si vous le voulez bien. Donc, n'oubliez pas que dans un instant, vous allez retrouver Catherine Matoche. Juste après, votre bulletin météo. On vous quitte sur ces fabuleux paysages. À tout à l'heure.